Je raconte des scènes dans les bureaux du directeur de la centrale qui s'inquiète de ce qui est en train de se passer, qui appelle le préfet pour lui faire part de ce qui est en train de se passer. Il y a des scènes qui se passent dans le bureau du Premier ministre ou du chef de l'État. Donc des choses plus politiques et qui reposent essentiellement sur les dialogues. Mais ce qui intéressait Alizée, c'était qu'il y a aussi la rupture du barrage. Donc ça lui permettait de dessiner avec des doubles pages qui sont absolument magnifiques un barrage qui rompt, avec la personnage principale, Laurine, qui se démène pour essayer de lancer l'alerte et qui va à droite à gauche rencontrer les uns les autres. Auteur, autrice, éditeur, éditrice ou encore illustratrice, illustrateur. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, animé par Arnaud Vasmer. Aujourd'hui en compagnie de deux hommes politiques et des organisations non gouvernementales qui sont avec nous pour deux bandes dessinées. Noël Mamère pour Les Terrestres avec Raphaël Macaron qui vous accompagne pour les dessins et Jean-François Julliard pour Accident majeur. C'est Alizée Depin qui signe les dessins, deux albums parus aux éditions du Faubourg. Dans Les Terrestres, Noël Mamère, vous allez avec Raphaël Macaron, vous allez à la rencontre de personnes qui ont fait des choix de vie de retour à la Terre, des gens qui ont pu avoir un parcours autre avant ce choix-là. Ça commence à Notre-Dame-des-Landes et la Bretagne est plutôt bien servie dans cet album. Et puis Jean-François Julliard, dans Accident majeur, vous racontez une fiction dans laquelle un accident nucléaire se produit dans l'Ain suite à l'inondation et à la rupture d'un barrage. Est-ce que vous racontez, c'est la manière dont on réagit ou dont on ne réagit pas? La première question est pour vous deux, savoir comment vous en êtes venus à la bande dessinée. Puisque l'on vous connaît par la politique, puisque l'on vous connaît par vos engagements associatifs, Jean-François Julliard, vous avez été désigné par Noël Mamère pour débuter. Comment en êtes-vous venu à la bande dessinée et à la fiction par la bande dessinée? À la bande dessinée, parce que je suis fan de BD depuis très longtemps et c'est un objet, je trouve, qui devient de plus en plus intéressant parce que de plus en plus politique quelque part et qu'on voit depuis quelques années émerger tout un tas de bandes dessinées sur des sujets qui n'étaient pas forcément couverts par ce type de médium jusque-là. Qu'on sort des univers traditionnels de la bande dessinée et je trouve que c'est hyper intéressant d'utiliser cet outil-là pour justement toucher des audiences un peu différentes. Donc c'est ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est-à-dire d'utiliser la bande dessinée qui est accessible à un grand nombre de personnes et qui intéresse beaucoup de gens pour parler d'un sujet qui est plus complexe, qui est celui du risque nucléaire et à travers une fiction, parce que ça m'intéressait que ça se lise un peu comme une BD d'action, parce qu'il y a de vraies scènes d'action à l'intérieur, parce que ça peut se lire très facilement, et pour parler d'un sujet qui est éminemment complexe, qui est celui de l'énergie nucléaire et du risque que nous prenons les uns et les autres, sans même le savoir parfois, à vivre dans un pays où il y a des centrales nucléaires un petit peu partout. Donc c'est vrai que c'était, je trouvais, un médium assez propice pour raconter cette catastrophe-là comme un scénario de film finalement, avec des événements qui se succèdent et qui amènent à la fin à cette catastrophe nucléaire. La curiosité fait que vous arrivez à la suite chronologique où dans une période où il y a beaucoup de bandes dessinées qui s'intéressent au nucléaire. Il y a eu La Bombe sur la stratégie militaire, il y a Étienne Davodo sur le site d'enfouissement, donc vous sur la manière dont on considère la catastrophe. Et vous l'avez dit, un peu comme les films catastrophes, ça a été à la fois un plaisir et un objet de curiosité d'imaginer ces scènes de catastrophe. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a en fait quand on s'est rencontré la première fois avec Alizée Depin qui a fait les dessins, ce qui l'intéressait elle aussi, c'était d'avoir la possibilité de dessiner autre chose que des rencontres entre des personnes qui discutent autour d'une table, parce qu'il y a aussi ça, parce que je raconte des scènes dans les bureaux du directeur de la centrale qui s'inquiète de ce qui est en train de se passer, qui appelle le préfet pour lui faire part de ce qui est en train de se passer. Il y a des scènes qui se passent dans le bureau du Premier ministre ou du chef de l'État, donc des choses plus politiques et qui reposent essentiellement sur les dialogues. Mais ce qui intéressait Alizée, c'était qu'il y a aussi la rupture du barrage, donc ça lui permettait de dessiner avec des doubles pages qui sont absolument magnifiques un barrage qui rompt, avec la personnage principale, Laurine, qui se démène pour essayer de lancer l'alerte et qui va à droite à gauche rencontrer les uns les autres, qui revient aider les secours quand la catastrophe est rentrée et a démarré et tout ça. Donc il y a effectivement possibilité d'avoir une palette de dessins, de découpage visuel dans la BD qui est assez intéressant et qui peut effectivement se lire comme on regarderait un film catastrophe, parce que ça aboutit à une catastrophe. Ouais.
Effectivement. Noël Mamère, vous, comment vous en êtes venu à la bande dessinée? Je reviens sur ce que disait à l'instant Jean-François Julliard, c'était la difficulté à ne pas avoir que des scènes de dialogue. Alors chez vous, il y a beaucoup de dialogue, mais en même temps, comme vous êtes mis en scène, vous et Raphaël Macaron, il y a aussi cette manière de dynamiser la parole et de rendre autrement accessible des conversations qui ne pourraient avoir lieu qu'autour d'une table. Alors, pour vous répondre, ce n'est pas moi qui ai voulu me mettre en scène, c'est Raphaël qui a choisi ce principe. Contrairement à Jean-François, je ne suis pas de la génération qui s'est passionnée pour la BD. Je n'ignore pas ce qu'elle est, mais je n'étais pas un grand amateur. Mais je suis d'accord avec lui sur le fait que la BD prend de plus en plus d'importance, non pas sous l'angle de la fiction, même s'il y a des BD de fiction absolument formidables, mais c'est devenu un outil de pédagogique et un outil de popularisation d'un certain nombre d'idées. Et je pense que de ce point de vue, c'est cet art qui a été longtemps considéré comme un art mineur est devenu très important. C'est pas simplement de la littérature, c'est aussi, on peut aussi y faire du journalisme. C'est ce qu'a fait à sa manière Jean-François, et ce que j'ai fait moi pleinement avec Raphaël Macaron en allant dans ce qu'on appelle ces écolieux, à commencer par un Notre-Dame-des-Landes, en effet en Bretagne, puis à Pontivy aussi, chez des jeunes geeks qui ne veulent plus continuer dans les métiers auxquels on les destine. J'ai essayé de montrer, d'abord, ce que sont ces lieux, quels ont été les choix, qu'est-ce qui a motivé les choix de ces jeunes, parce que pour la plupart ce sont des jeunes, mais pas toujours, non pas de se retirer du monde, mais d'essayer de nous éclairer, d'ouvrir des pistes pour un monde de demain qui soit à hauteur d'homme. Ouais, le mot éclaireur est utilisé assez tôt dans l'album. Oui, et puis c'est aussi une jeune femme de 30 ans, Raphaël Macaron, par ailleurs une très talentueuse dessinatrice, qui est confrontée à cette question de l'effondrement, de l'urgence, des effets du dérèglement climatique, qu'ils soient sociaux, économiques, environnementaux ou sanitaires, et qui, au fur et à mesure du reportage, passe du stade de l'émotion à une compréhension structurée, si je puis dire, construite de ce qu'est de ce qu'est l'enjeu qui est devant nous. Et j'ai proposé à Sophie Caillat, notre éditrice, de l'appeler Les Terrestres, qui est une référence explicite à un des penseurs aujourd'hui les plus connus, un penseur français très lu dans le monde, qui s'appelle Bruno Latour, qui est le chef de file de ce qu'on appelle les éco-philosophes, et qui nous explique qu'il faut habiter la Terre autrement qu'en terrien, mais en terrestre, c'est-à-dire en se considérant comme des vivants parmi le monde des vivants qu'on a longtemps ignoré et soumis depuis trop longtemps. Dans ces rencontres, donc vous allez écouter et converser avec les personnes dans ces 5 endroits que vous avez choisis, mais on voit effectivement Raphaël Macaron qui change beaucoup son point de vue, qui passe par des moments de colère, des moments de où elle est un peu anesthésiée par la peur avant la mobilisation. Mais est-ce que vous aussi, Noël Mamère, ce travail vous a changé par les rencontres et par cette confrontation avec les idées de Raphaël Macaron? Non, il ne m'a pas changé parce que je suis un vieux militant et donc je fais partie de ceux, à ma manière, dans la continuité de tous ceux qui se sont battus pour l'écologie depuis le 19e siècle. Je ne suis qu'un maillon. Et donc je ne fais que poursuivre ce combat pour un monde qui soit plus solidaire, plus coopératif, plus fraternel, plus respectueux du monde des vivants. Et donc pour moi c'était une manière de tenir la main d'une jeune femme de cette génération qui se bat pour le climat aujourd'hui avec beaucoup de détermination, de lui tenir la main dans ce monde pour qu'elle le voie de plus près. Et donc j'ai fait un boulot de transmetteur. C'est d'ailleurs la fonction que je me suis assignée aujourd'hui, transmettre. Absolument. Et transmettre des expériences qui marchent, parce que c'est ça aussi qu'il y a en commun entre eux et vous, et que vous racontez à Raphaël Macaron, c'est que finalement, devant l'effondrement, devant cette idée de fin d'un monde, il est possible d'agir, il est possible de faire des choses. Pourquoi cela vous habite autant? Parce qu'elle paraît parfois un peu alors moi, je ne suis pas habité par la question de l'effondrement. C'est une des questions qu'on doit se poser, mais c'est pas la question, c'est pas la seule question qu'on doit se poser. D'ailleurs, quand on lit la BD de reportage, quand on lit Les Terrestres, on s'aperçoit que l'effondrement n'est pas la seule cause qui a conduit ces personnes à changer de vie. C'est un faisceau d'éléments. Et donc je pense qu'il serait d'ailleurs malvenu et assez irresponsable
de réduire la cause écologique à la question de l'effondrement. Non, non, pas du tout. Oui, des effondrements, il y en a déjà. L'effondrement de la biodiversité, par exemple, c'est un effondrement. On a vu ce qu'étaient les effondrements que pouvait induire, par exemple, la pandémie, qui est un fait social total. Donc, c'est des petits effondrements comme ça. Et la question, c'est de savoir si la somme des petits effondrements, ça peut faire quelque chose de massif et de planétaire. Alors, on n'en est pas là, mais l'idée, c'est de conjurer justement cela. Et pour le conjurer, il faut se mobiliser, il faut se battre. Ouais. Alors, plutôt que l'effondrement, c'est le bonheur, la manière d'être en adéquation entre ses actes et ses pensées qui les a motivés. Je ne sais pas si c'est le bonheur. Non, non, c'est de se dire que... on est un peu partout dans le monde fleurissent des initiatives. Vous voyez, par exemple, quand Greta Thunberg se lève, à l'autre bout du monde, au Kenya ou en Ouganda, des jeunes femmes aussi se lèvent pour dire que le combat il est solidaire et pour dire que nous n'avons qu'un seul monde. C'est ça qu'il faut faire entrer dans la tête des gens qui aujourd'hui ne se rendent pas bien compte que notre mode de vie et notre mode de consommation, qui pénalise-t-il ? Il pénalise les plus vulnérables, les plus pauvres dans nos sociétés, mais il pénalise surtout ceux qui sont à l'autre bout du monde et qui contribuent, qui sont en quelque sorte les agents, enfin les employés de cette usine qui contribuent à satisfaire notre exigence de consommation et de gaspillage. C'est ça qu'il faut faire comprendre. C'est que c'est un combat global. Jean-François Julliard, dans la bande dessinée de Noël Mamère, Les Thérèses, donc il y a cette capacité de l'action à faire changer les choses. Et il en est aussi question dans votre album Accident majeur face à cette catastrophe nucléaire, mais justement avec des limites. C'est-à-dire que votre héroïne, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle est ingénieure en environnement dans la centrale où va être provoquée la catastrophe, mais elle est seule contre tous et finalement elle a peu de moyens pour endiguer la chose, pour alerter de ce qu'il advient. La capacité d'action est quand même très réduite. Oui, sa capacité d'action est réduite parce que c'est la première qui pressent que quelque chose de grave est en train de se passer, peut-être parce qu'elle a cette sensibilité environnementale, parce qu'effectivement elle est ingénieure en environnement, donc on peut imaginer que dans sa formation elle a été très sensibilisée à ces enjeux-là, et en revanche elle se retrouve confrontée à la dure réalité de l'univers du nucléaire, avec des ingénieurs qui ne sont pas là pour se soucier en priorité de l'impact sur l'environnement, mais pour produire de l'électricité, et dans une approche où on pêche par excès de confiance et par suroptimisme sur notre capacité collective à gérer le risque nucléaire. Donc c'est vrai, quand elle essaie d'alerter en interne, son premier réflexe c'est d'aller voir des collègues, eh bien, elle se fait envoyer balader par ses collègues qui lui disent mêle-toi de ce qui te regarde, en gros on gère surtout qu'ils gèrent la sécurité, donc c'est Exactement. Un peu leur domaine réservé. Exactement, donc elle donne l'impression qu'elle veut un peu empiéter sur leur plate-bande, et du coup elle se fait envoyer balader par ces gens-là. Et ensuite elle essaie d'alerter la presse, mais elle n'a pas forcément les bonnes connexions, et puis elle utilise ce qu'elle a à sa disposition et qui sont les outils qu'on a à peu près toutes et tous aujourd'hui, que sont les réseaux sociaux. Donc elle prend son téléphone et elle commence à alerter sur Twitter et Instagram. Au début, ça prend pas parce que en fait, la rupture du barrage, qui est la première catastrophe racontée dans cette BD, occupe tout l'espace public. C'est-à-dire que tout le monde est préoccupé, et c'est bien normal, par les morts liées à la rupture du barrage, 200 morts, des villages inondés, donc les autorités politiques, les médias, tout le monde, les populations avoisinantes, tout le monde se préoccupe. Et encore une fois, c'est bien normal parce que c'est la catastrophe immédiate. Et c'est que dans un second temps que finalement son alerte prend, parce que la catastrophe nucléaire survient, et que là, tout d'un coup, ces réseaux sociaux s'enflamment, et puis les médias commencent à relayer, parce que tout le monde réalise qu'une seconde catastrophe, et peut-être bien plus grave, enfin même pas peut-être, bien plus grave encore, est en train de survenir. Une catastrophe totalement imaginaire ou pas, parce que ce que vous racontez, c'est la confiance que l'on a, un peu général, un peu fou volontairement, dans la sûreté des centrales nucléaires, mais le bandeau qui accompagne votre album, c'est le scénario d'un Fukushima à la française. Or, quand il y a eu cette catastrophe à Fukushima, on a bien entendu dire que de toute façon les centrales françaises n'étaient pas construites de la même manière et n'étaient pas non plus exposées aux éléments de la même manière. Alors comment vous est venue l'idée de provoquer une catastrophe nucléaire en France? Et c'est un scénario de pure fantaisie,
ou est-ce que c'est l'une des possibilités et donc interroger comment est-ce que nous pourrions réagir? Non, c'est un scénario qui existe en fait, qui existe parce qu'il est étudié par notamment les gens de la centrale du budget, mais pas que de cette centrale-là, parce que c'est l'un des scénarios de risque accidentiel qui existe. C'est-à-dire que les responsables des centrales nucléaires, mais aussi l'État français et tous ceux qui gèrent ça, sont obligés d'étudier les risques possibles. Donc ça va être le risque sismique, le risque d'approvisionnement en eau froide pour refroidir les centrales nucléaires, le risque de submersion de ces réacteurs nucléaires, le risque d'agression extérieure, d'attentats terroristes. Tout ça, l'industrie du nucléaire a obligation d'étudier ces risques-là et l'État français a obligation d'étudier ces risques-là. Donc c'est un scénario qui existe, qui a été raconté à plusieurs reprises et qui a même fait l'objet de mesures de prévention des risques, c'est-à-dire que la centrale du budget a monté des digues pour dire que on fera face à une submersion et l'eau n'atteindra pas les réacteurs nucléaires. Donc moi, ce que je raconte, c'est qu'à un moment donné, on a beau imaginer des risques, on n'imagine jamais l'impensable. Et toutes les catastrophes nucléaires qui sont arrivées, il y en a pas eu 50, mais il y en a eu quelques-unes, sont survenues parce qu'on n'a jamais osé imaginer cette succession d'événements. C'est-à-dire que là, c'est un barrage qui rompt, qui crée une sorte de mini-tsunami sur une rivière française, qui va noyer la centrale. Tout ça ajouté à des réactions humaines qui sont trop lentes, trop hésitantes et tout ça, aboutit à une catastrophe. Et on n'ose jamais imaginer que ça puisse arriver jusque-là. Moi, j'essaie d'aller le plus loin possible. Alors dans ces podcasts, ça s'intéresse aussi à la manière dont les livres sont conçus. Noël Mamère, vous êtes l'un des personnages, Raphaël Macaron, aussi des terrestres. Comment est-ce que vous avez été convaincu par le fait d'être comme à la fois le guide, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais en même temps d'être portraituré et puis d'avoir le regard que Raphaël Macaron porte sur vous dans l'album? J'ai accepté, tout simplement. Je me suis pas dit c'est une bonne idée de me mettre en valeur. Parce que je vis sous le regard des autres depuis presque un demi-siècle, donc c'est pas ça que j'attendais. Mais j'ai trouvé que la manière dont Raphaël envisageait d'accompagner le récit était plutôt bien, parce que maintenant on a un petit peu de recul depuis que les terrestres ont été publiés, et on voit qu'il y a un phénomène d'identification de beaucoup de jeunes à Raphaël. Et finalement, c'était ça l'essentiel. C'est pas moi. Moi, je ne suis que le support. Et donc, c'est bien parce qu'en plus, on n'a pas voulu être didactique. Oui. Et donneur de leçons. Il n'y a rien de pire, surtout en cette matière qui est quand même très chaude. Donc, voilà, j'ai accepté l'idée d'être mise en scène. Dans un duo qui est fait de aussi pas mal d'antagonismes. C'est certes, c'est pas la même génération, c'est pas non plus les mêmes relations à l'environnement, c'est pas non plus les mêmes relations à l'avenir. Donc vous avez énormément joué là-dessus. C'était aussi important d'avoir une dose un peu de légèreté dans le propos. J'avais pas besoin de jouer. C'est Raphaël qui était comme ça, qui me dit régulièrement, d'ailleurs, on le voit dans le récit, dit Noël, c'est quand la fin du monde? Et je lui dis non, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et j'essaie de lui expliquer au fur et à mesure que nous avançons que c'est ça qui est en jeu. Et que la fin d'un monde, ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Au contraire, c'est mettre en œuvre des outils qui vont permettre de s'engager dans ce qu'on appelle la grande bifurcation. Et c'est un travail pédagogique aussi, d'une certaine manière. Et puis, Jean-François Juillard, j'aimerais aussi savoir comment vous avez travaillé avec Alizé Depin, parce que c'est à la fois une fiction, parfois il y a des pages évidemment sans texte, puisque c'est la nature qui prend son droit, ou alors c'est l'action de votre héroïne qui prend sa place. Quel fut votre travail en commun? Comment vous êtes abouti à ce travail en commun? En fait, moi j'ai écrit le scénario comme un scénario de film, donc vraiment très précis dans les descriptions et dans les dialogues. Et j'ai confié ça à Alizé, qui a fait un premier storyboard, en fait un découpage. Donc on a vraiment construit ce projet comme un projet très visuel, très cinématographique dès le début. Et du coup, on s'est mis d'accord, on s'est très bien entendu dès le départ, on ne se connaissait pas avant. Et puis il y a eu beaucoup d'échanges comme ça, et elle a fait des propositions sur le scénario, j'ai fait des propositions sur le découpage et sur le visuel, donc on a échangé, et je crois qu'on a réussi à trouver le bon mode de fonctionnement pour que les propos de l'un et l'autre enrichissent le projet à la fin. Donc ça s'est bien passé comme ça, et c'est vrai qu'on a trouvé un bon équilibre entre une dimension politique, une dimension dans l'action visuelle,
avec un côté polar presque parfois, et ça fonctionne assez bien. Et on s'est attaché l'un et l'autre aux personnages qu'on a là aussi enrichis, nourris de nos propres réflexions. Et voilà, je trouve qu'à la fin, ça fait un chouette projet. Voilà, absolument. Ça s'appelle donc Accident majeur, c'est le titre de votre bande dessinée avec Alizé Depin. Et puis Les Terrestres, c'est la bande dessinée que vous avez signée, Noël Mamère, avec Raphaël Macaron. 2 bandes dessinées par aux éditions du Faubourg, Noël Mamère et Jean-François Julliard. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes. Le podcast vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.